Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Et c'est le sujet sur toutes les lèvres et qui taraude des millions de Marocains, la hausse des prix. À peine une semaine après l'annonce de la Banque centrale, cette augmentation du taux directeur pour freiner justement l'inflation, le patron de l'autre grande institution du pays, à savoir le Haut Commissariat au Plan, fait des déclarations pour le peu cruciales. Dans une interview accordée à notre confrère de Média 24, Ahmed El-Hlimi affirme que l'inflation ne serait pas monétaire, mais structurelle, et qu'il est temps pour l'appareil productif marocain d'étoffer l'offre pour étouffer la hausse des prix. Comme une maladie chronique, il faudra désormais s'habituer à vivre avec l'inflation, a assuré le patron du HCP. Comment interpréter ces déclarations du haut-commissaire au plan? Pour répondre à ces questions avec nous, un économiste, professeur en économie à l'université Mohamed V Karaba, professeur Zakaria Fieranou. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, bien sûr, nous parlons d'une inflation à plus de 10% pour le mois de février, en glissement annuel par rapport à février 2022. C'est ce qui a été annoncé déjà au lendemain, c'est-à-dire la semaine dernière, au lendemain de l'annonce par Banque El Maghreb de la hausse de 50 points de base du taux directeur. Alors pour le HCP, et là c'était donc une semaine après l'annonce de 10%, eh bien le levier monétaire ne résoudra pas le problème. Du côté du gouvernement, sur la hausse des prix, on dit qu'on ne peut plus rien faire. Du coup, la première question que je pose et que se posent beaucoup de Marocains, si la Banque centrale ne peut rien faire selon le patron du HCP, si le gouvernement dit que la hausse des prix ne relevait plus de ses prérogatives et qu'il ne pouvait plus rien faire pour l'arrêter, qui peut faire quoi pour baisser l'inflation? D'abord à court terme. Très bien. Bon, il faut savoir premièrement que la problématique de l'inflation n'est pas une problématique très simple à résoudre. Et donc c'est pour ça qu'on a dédié toute une institution qui s'appelle la Banque centrale, pas uniquement au Maroc, mais dans tous les pays, pour pouvoir un peu uniquement prendre l'objectif d'inflation, ce qu'on appelle la politique monétaire en charge. Et là, pour répondre directement à votre question, qui pourra résoudre le problème? Je pense que normalement, au moment où on parlait, je l'ai dit dans ce plateau-là, en 2022, au moment où on a commencé à dire que la politique monétaire devra réagir, nous avons dit, les économistes, et je parle de moi-même, je prends ça à ma charge, dans mon actif, on a dit que la politique monétaire ne résoudra pas le problème parce que le problème ne vient pas de la production. C'est une inflation qui est importée et qui n'est pas encore rentrée dans le processus de production et de consommation. Absolument. Ça, c'est très important. Ça, c'était en 2022. Je parle de 2022. Voilà, et donc, à l'époque, il fallait que la politique budgétaire, c'est elle qui devrait réagir pour pouvoir un peu ralentir les tensions inflationnistes. Ça, on l'a dit en 2022. Maintenant, on est en 2023. Donc, la production, je parle ici de un peu la chaîne de la production, la chaîne de la consommation, elle a déjà incarné l'inflation importée. Et donc l'inflation maintenant, elle commence à être produite de façon interne et endogène dans l'économie marocaine. Et donc là, on ne peut pas ne pas demander à la Banque centrale de réagir. Pourquoi? Et donc là, je reprends un peu de façon différente les propos du Hlimi, c'est que normalement, la Banque centrale, elle ne gère pas uniquement que le taux d'intérêt, elle gère aussi ce qui est toujours dit par le gouverneur de la Banque centrale, et là je ne prends pas sa défense, l'institution elle peut se défendre, il gère aussi ce qu'on appelle les ancrages des anticipations rationnelles. Et donc là, ce qui est très important pour la Banque centrale aujourd'hui, c'est de garder sa crédibilité. On ne peut pas laisser l'inflation augmenter à 2 chiffres, on est à 10% en glissement annuel comme vous l'avez indiqué, et la Banque centrale restera les bras croisés pour dire « je ne peux pas guérir l'inflation ». Moi je crois que c'est l'inverse. La Banque centrale, en modifiant le taux directeur, elle est en train d'ancrer les anticipations et de changer un peu la perception des investisseurs sur le moyen et le long terme par rapport au taux d'inflation. Parce qu'il faut revenir, et je ne veux pas rentrer ici dans un cours pédagogique de macroéconomie, etc. Si on parle de la théorie friedmanienne, comme l'appelle Hlimi, le monétarisme, pour le monétarisme, l'inflation ne dépend que des anticipations rationnelles. C'est ce qu'on appelle un peu le grand débat entre les keynésiens et les monétaristes sur le problème de l'inflation. Et donc, dans ce sens-là, moi, je crois que normalement, aujourd'hui, et là, je serais vraiment en contrario avec Hlimi, je crois qu'aujourd'hui, l'inflation est dessous et elle vient de l'offre et non pas de la demande. Et je ne sais pas pourquoi il a invoqué la demande dans son speech en parlant de l'inflation. Et je crois également que l'inflation aujourd'hui n'est pas monétaire. Je pense depuis 2005, depuis les travaux qui ont été faits en 2005 pour l'économie marocaine, l'inflation n'est plus monétaire. L'inflation aujourd'hui est de source réelle.
attention, pour nous les économistes, qu'est-ce que ça veut dire monétaire ou réel? C'est très différent. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? D'où vient l'inflation? Aujourd'hui, l'inflation ne vient pas d'une surproduction monétaire, parce que lorsqu'on dit l'inflation elle est monétaire, ça veut dire que vous avez de la planche à billets, vous avez du seigneuriage, etc. Pour nous, non. Pour nous, l'inflation, elle vient d'une source réelle. Aujourd'hui, c'est l'appareil productif. Puisque nous avons des inputs qui viennent à 90% de l'extérieur, dont les prix sont énormément élevés. Également, la consommation, il dépend de ce qu'on appelle les prix importés. Donc, automatiquement, maintenant, c'est notre économie qui est en train d'incarner et de produire de l'inflation. Et donc, automatiquement, l'inflation va venir d'une source réelle. Et donc, pour combattre la source réelle, je pense que tous les économistes, ils ont un consentement sur ça. Tant que la politique monétaire, elle marche, elle devra utiliser le taux directeur. Alors, elle devra utiliser le taux directeur, mais du coup, la clé, maintenant, je parle pas. Attention, elle est dans les mains de qui? Non, il faut que je règle une chose. On parle maintenant de la politique monétaire, on ne parle pas de l'efficacité de la politique monétaire. Parce que maintenant, pour que la politique monétaire soit efficace, il y a d'autres conditions. Nous parlons de canaux de transmission, nous parlons de régime d'échange, nous parlons d'un compte capital qui doit être ouvert, parce que ça, c'est des problématiques qui sont liées à l'efficacité. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, moi je pense, c'est le dogmatisme, ou je dirais c'est l'idée fondamentale de la Banque centrale, c'est qu'elle est en train de gérer les anticipations rationnelles. Et ça, c'est très important sur le moyen et le long terme. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a contradiction entre les deux institutions, pour ne pas nommer les patrons des institutions. Moi, je crois pas que c'est une contradiction. En 2019, Sil Halimi avait jugé la politique de Banque El Maghreb trop prudente. Parce que, d'ailleurs, cela a été évoqué, ils sont d'accord sur les constats, que ce soit Banque El Maghreb ou le HCP, notamment que cette inflation n'est plus importée, qu'elle est endogène, etc. Mais ils divergent sur la solution à apporter à cette inflation. Donc, en fait, en gros, ce serait bien aussi qu'on rappelle les prérogatives de chacun, c'est-à-dire le HCP, n'est-ce pas, produit de la data, de la donnée, c'est aussi prévisionnel. Banque El Maghreb fait de même, mais a quelque chose de plus. Elle a un plus, c'est ce contrôle de la politique monétaire. Je vais simplifier la chose. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il y a de la contradiction entre les deux institutions. Ça, c'est très important à savoir. Pourquoi? Parce que les deux prérogatives sont différentes. Comme vous l'avez dit, donc la Banque centrale, il faut comprendre comment se fait le processus pour pouvoir un peu faire de la politique monétaire. Lorsqu'on regarde le rapport sur la politique monétaire, parce que ce qui est important, ce n'est pas la déclaration de monsieur le gouverneur, c'est une déclaration qui vient in fine par rapport à une prise de décision du Conseil de la Banque centrale. Le plus important pour nous, c'est le RPM, le rapport sur la politique monétaire. Lorsque vous regardez un peu la structure et la posture du rapport sur la politique monétaire, on va voir que vous avez l'ensemble des secteurs de l'économie qui sont étudiés. Vous partez du secteur monétaire, vous partez du secteur réel, vous partez du secteur financier, vous parlez de la finance publique, tous les éléments qui rentrent un peu dans, je dirais, globalement, l'analyse de l'économie marocaine est prise en compte dans ce qu'on appelle le rapport sur la politique monétaire. Et donc, cette analyse, permettez-moi de dire le terme, cette analyse multidimensionnelle des différents secteurs, c'est elle qui permet, premièrement, de faire la prévision de l'inflation. Parce que ce qui est important, et que je pense les téléspectateurs doivent comprendre ça, c'est que la Banque centrale ne réagit pas par rapport au taux d'inflation d'aujourd'hui. Et ça, c'est très important à dire. Et là, je pense que tout le monde, peut-être, les gens ne savent pas ça, sauf, je dirais, les gens qui sont un peu spécialisés en économie. La Banque centrale ne gère pas l'inflation d'aujourd'hui, elle ne gère pas les 10%. Elle gère l'inflation future. C'est les perspectives d'inflation qui sont en train d'être gérées par le taux directeur. Et donc là, je serai en contrario avec ce qui a été dit par le HCP. Donc la Banque centrale ne gère pas ce qu'on appelle l'inflation qui est actuellement dans l'économie. Elle est déjà dans les prix. Elle est déjà subie par les consommateurs. Elle est déjà subie par le tissu productif du Maroc. Automatiquement, la Banque centrale, lorsqu'elle modifie le taux directeur, elle est en train de gérer ce qu'on appelle l'inflation future, les perspectives d'inflation. C'est pour ça que dans le RPM, nous trouvons dans le dernier chapitre ce qu'on appelle les perspectives d'inflation, ce qu'on appelle un fin charte de prévision de l'inflation. Et donc la décision de la Banque centrale d'augmenter le taux directeur, c'était automatiquement pour dire nous prévoyons une inflation qui sera très importante dans le futur et automatiquement, il faudra réagir pour les perspectives d'inflation. Et c'est pour ça qu'on parle de ce qu'on appelle les délais de transmission de la politique monétaire. Pourquoi, lorsqu'on modifie le taux directeur aujourd'hui, il ne répond pas immédiatement? Il répond dans le futur parce qu'il ne gère pas le taux d'inflation d'aujourd'hui. Il gère le taux d'inflation prévisionnel qu'on trouve dans le dernier chapitre. C'est-à-dire dans combien de temps? Voilà, dans 1 an et demi, en minimum. C'est ça. On peut être vraiment économiste et rationnel dans la question. Et donc, lorsque je dis tout ça, je veux dire simplement, je ne défends pas la Banque centrale, elle est capable de se défendre elle-même. Je dis qu'il y a tout un processus pour pouvoir
mettre en place une décision de politique monétaire. Alors justement, par rapport à ces effets de la hausse du taux directeur, il s'agit donc d'une période d'1 an et demi, selon vous, pour qu'on puisse réellement sentir les effets de cette hausse d'1,5% sur 3 mois en 3 shots, c'est-à-dire 50 points de base. Maintenant, c'est pas automatique. Attention, non, je n'ai pas dit ça. C'est pas automatique. Ça dépendra. Oui. Juste la question que je me pose, peut-être pas automatique, peut-être, bon, ce sera dans quelques mois. Ce ne sera peut-être même pas en 2023. Si on parle de relance du tissu productif et de booster le tissu productif, pensez-vous qu'avec une hausse du taux directeur et donc l'emprunt coûtera plus cher, est-ce que le chef d'entreprise va investir davantage et donc ce qui permettra aussi d'étoffer l'offre? Maintenant, s'il vous plaît, si je reviens aux propos qui ont été déclarés, maintenant, on est en train d'associer deux éléments qui sont différents à mon sens. On dit qu'on va accepter l'inflation parce qu'elle va permettre de générer un nouveau mécanisme, un nouveau modèle de croissance. C'est ce qu'on est en train d'articuler. Moi, je crois que c'est faux. Pourquoi? Parce que normalement, si l'inflation vient de la croissance, ça veut dire nous avons des machines qui produisent, nous avons une valeur ajoutée qui se crée et nous avons de l'inflation, c'est ce qu'on veut. Ça veut dire si l'inflation est adossée à une augmentation du revenu, on l'accepte. Maintenant, ce qu'on a devant nous, c'est que nous n'avons pas une croissance qui dépasse le niveau qu'on voudrait, qui est normalement attendu par le nouveau modèle de développement, 6-7%, c'est la vitesse de croisière qu'on voulait avoir. On est à peu près à 3 si le secteur agricole, il marche bien. Et donc, automatiquement, nous n'avons pas cette machine de production qui permet de générer l'inflation qui sera acceptable parce que nous avons l'augmentation de revenus. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse. Nous n'avons pas de la croissance suffisante, attention, vraisemblablement suffisante, et nous avons de l'inflation. Ça veut dire que le revenu ne suit pas l'inflation. Et donc, dans ce sens-là, nous ne sommes pas réellement dans un changement de paradigme de croissance. Maintenant, pour répondre à votre question, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, je reviens à votre question tout à l'heure, moi je crois que la politique monétaire, elle fait de ce qu'elle peut. Pourquoi? Pour sauver quelques éléments. Crédibilité, anticipation rationnelle. Mais maintenant, il faut questionner la politique budgétaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est ça le plus important. El Hlimi a été clair. Il a dit qu'actuellement, il y a une incohérence totale entre la politique monétaire et la politique budgétaire. D'ailleurs, ce constat a été fait ici même, sur ce même plateau, la semaine dernière de Média TV, c'était plus sur question d'actu, où effectivement, un des intervenants relevait cette incohérence entre la politique monétaire et la politique budgétaire. C'est comme si on a deux machines à deux vitesses, ou même une qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est normal. Mais du coup, quand on parle de politique budgétaire, là on parle du gouvernement. Et je reviens à ma première question. Qui doit faire quoi? Et si le gouvernement dit que ce n'est plus de son ressort, enfin qu'il ne peut plus rien faire pour stopper cette hausse des prix? C'est quand même alarmant, hein, cette position du gouvernement. Je pense, si on se permet de dire ça, c'est que moi je dirais que normalement on pouvait sauver la situation au moment où il y avait les augmentations pharaonique de ce qu'on appelle le prix de pétrole. Maintenant, c'est dépassé parce qu'aujourd'hui, nous avons un prix de pétrole qui est de 65, mais maintenant, il a baissé à 65. Il faut attendre que le cycle économique au Maroc introduise ce prix-là. Aujourd'hui, on est toujours avec des prix ou avec une machine de production qui utilise les prix anciens. Maintenant, il faut attendre un certain temps pour que la machine de production au Maroc, s'il y a les mécanismes de libéralisation du marché, ça veut dire s'il y a les mécanismes de contrôle, si on n'a pas des spéculations sur les marchés, etc., etc. Donc, si on a tous les mécanismes qui fonctionnent de façon parfaite, on pourra revenir à un niveau de prix qu'on connaissait. Même si moi, dans ce plateau-là, je l'ai dit, ça fait, je pense, plus de 8 mois ou 9 mois, j'ai dit, attention, on est en train de restructurer les prix dans l'économie. Et ça, c'est dangereux. Lorsque vous restructurez les prix, jamais vous allez revenir aux prix antérieurs. Et donc là, c'est un peu... Bon, on prévoyait tout ça, on le savait, on le voyait, parce que nous avons une certaine vision par rapport aux différentes politiques. Maintenant, ce que je dis, c'est que le plus important pour nous, et on le dit, c'est qu'il y a une indépendance entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Et ça doit être le cas. Parce que la politique monétaire, elle doit être indépendante. La Banque centrale doit rester indépendante. Et c'est ce qui garantit la lutte contre l'inflation. Maintenant, la politique budgétaire, je pense, elle a suffisamment d'armes qui sont plus fortes. Attention, la politique budgétaire est plus forte que la politique monétaire. Et elle est plus court-termiste que la politique monétaire. Comment? Il y a beaucoup de mécanismes. Voilà, parce que les gens ils attendent ça. Parce que même, il y a eu cette déclaration d'un responsable, ou d'une responsable, il me semble, qui a ouvert le champ au Parlement en appelant à ce qu'on lui propose des solutions. Allez, quelles sont ces solutions-là? Il faut juste réguler. Je ne vais pas parler de politique d'action sur le prix, parce que ça peut être fait. Je ne vais pas parler des politiques qui sont liées à la concurrence. Je vais parler uniquement... Nous sommes dans une économie libérale. Voilà. Oui, la concurrence, ça va avec le libéralisme, il n'y a pas de problème. Je vais parler uniquement de la politique de régulation. Il faut réguler les marchés.
Il faut contrôler, il faut rentrer en quelque sorte dans ce qu'on appelle les mécanismes de spéculation. Il ne faut plus que le prix, il y a une infinité d'intervenants dans la détermination des prix. Ça, c'est des éléments que je pense qu'on peut le faire sur le quotidien. Il y a une proposition qui est en train de se mettre ou s'émerger ou émerger entre les partis politiques, c'est en fait d'avoir une agence de coordination ou de supervision des marchés, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais une agence pour pouvoir un peu suivre et réguler les prix. Donc, que ça serait que réguler, rentrer sur les marchés, sur le marché à la criée, sur les marchés des gros, pour pouvoir un peu contrôler comment ça se passe dans le prix. Donner à ce qu'on appelle les agriculteurs la possibilité de vendre dans les marchés. Ça pourra réduire le prix, ça pourra mettre en place ce qu'on appelle une transparence, une information parfaite sur le marché. Ça a été fait par plusieurs pays. Par exemple, la France a créé ce qu'on appelle la centrale des achats, ce qui permet un peu de voir un peu le gap entre le prix à la production et le prix sur le marché. Il y a beaucoup de mécanismes. Je parle uniquement ici régulation. Je ne rentre pas dans les mécanismes qui sont les plus importants, comme la concurrence, comme l'administration des prix. Nous avons vu, par exemple, je ne pense pas, aujourd'hui, il y a des problématiques par rapport à quelques prix. L'État, il peut intervenir, la politique budgétaire. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'actions. Il y avait des actions d'importation de produits à l'international, comme par exemple les produits qui sont liés à la viande. Il y avait aussi des restrictions par rapport à des produits agricoles, etc., etc. Mais globalement, je pense que la politique budgétaire, elle a suffisamment de clés et de moyens pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont actuellement en gestation. Maintenant, pour la politique monétaire, parce qu'il ne faut pas incriminer la politique monétaire, moi je crois qu'elle a été suffisante dans ses actions. Je ne dirais pas, je pense qu'avant la décision de la politique monétaire, j'avais une sortie médiatique, on peut poser la question, combien devrait la Banque centrale augmenter? J'ai dit 75 points de base. Pourquoi je dis ça? C'est quand? Avant la déclaration, un jour, du gouverneur de la Banque centrale. Non, de la première hausse, du coup Non, je parle de la dernière. Un jour avant, j'ai dit 75 au minimum. Mais on a pris 50. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut se poser une autre question qui est très importante. Où est l'épargne publique? L'épargne publique, il est dans les banques du Trésor. Il est sur les marchés des adjudications des banques du Trésor. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours ou quelques mois, la Banque centrale est intervenue directement sur le marché secondaire. Pourquoi? Il faut se poser ces questions. Oui. Parce que nous n'avons pas un rendement suffisant sur le marché. Et donc là, ça deviendra une question qui va toucher la dette publique. Et donc la Banque centrale, elle est en train de dépasser son rôle de politique monétaire vers son deuxième rôle, qui est très important. On n'en parle pas dans les médias. C'est financial stability, c'est la stabilité financière. Elle est en train de stabiliser les marchés. Et donc là, la Banque centrale, elle est consciente que les taux d'intérêt ne sont pas à leur niveau naturel. On était dans des niveaux de taux d'intérêt qui étaient très bas. Deuxièmement, lorsqu'on parle de politique monétaire... C'est une tendance mondiale, hein. Oui, c'est une tendance. La Banque centrale, je parle de la Fédérale Réserve, il est à 4,5, entre 4,5 et 4,7%. Et elle va encore augmenter le taux directeur. C'est très important. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est la question des flux de capitaux avec la Chine. Exact. Et donc le Maroc, lorsque Sa Majesté le Roi, il déclare « Je veux que le Maroc soit attractif sur le plan d'attirer les investisseurs », avec quel taux de rendement vous avez donné à l'investisseur? 2%, 3%. Il faut que vous soyez compétitif. Pas uniquement sur la qualité, nous avons un climat des affaires, nous avons de la production, nous avons des secteurs qui sont vraiment en émergence, mais il faut aussi être attractif sur les taux d'intérêt, les taux de rendement. Et donc, de rendement, parce que les taux d'intérêt, pour certains observateurs aussi, si le Maroc s'aligne, parce que bon, du coup l'annonce a été après le lendemain de la Banque centrale, de l'annonce de la Banque centrale européenne, le Maroc, on dit qu'il s'aligne avec les Européens pour ne pas froisser justement les Européens quant aux conditions d'attirer les investissements directs étrangers. On n'est pas dans la... On compare pas les deux. Sourire. On n'est pas dans... Non, voilà. Ça me fait sourire parce qu'on n'est pas les deux. On n'est pas des économies identiques. Oui. Nous sommes small scale economy où l'Europe c'est une grande économie. C'est très différent. Vous avez là-bas un taux de change flottant, un régime, un compte capital ouvert, nous avons un taux de change fixe, une monnaie qui n'est pas convertible à l'international. Ça, c'est très important à savoir. Maintenant, pourquoi on s'aligne? Parce que nous avons la structure des prix au Maroc, elle est toujours à 90% des prix importés de l'Europe. Et c'est normal qu'on soit aligné sur la Banque centrale européenne ou sur l'économie dont on dépend en majorité. Maintenant, si le Maroc change de structure économique, de partenaires économiques, et on devient de plus en plus diversifié avec d'autres pays, on peut changer cette donne-là. Mais jusqu'à maintenant, nous avons, la plupart des flux de capitaux viennent d'où? Ils viennent d'Europe. Les Marocains résidant à l'étranger, des transferts, ça vient de la France, de l'Espagne, de la Hollande. Et nous avons les exportations, ils partent en majorité vers l'Europe. On est en train de changer, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas en question. Il y a beaucoup d'exportations agricoles. Ces déclarations de Si Ahmed El Hlimi, il faut qu'on se rende compte que l'on est dans une situation où l'agriculture doit faire sa révolution pour changer de système de production. Tout à fait. Là, je suis d'accord. C'est son rôle au patron du HCP de donner
des Regardez, conseils il a un peu, normalement... ou d'appeler à telle ou telle réforme, ou de privilégier telle ou telle réforme? Je pense que nous avons 3 institutions au Maroc qui ont une vision systématique ou systémique sur l'économie marocaine. Nous avons le ministère des Finances, nous avons le HCP et la Banque centrale. Oui. Maintenant, lorsque vous regardez le puzzle dans sa globalité, comme ces 3 fédérateurs en économie marocaine, vous avez le droit de dire des avis, parce que vous regardez le puzzle dans sa complétude, comme j'ai dit tout à l'heure pour la Banque centrale. Donc je dirais, ça ne rentre pas dans ses prérogatives, mais il peut donner des conseils, parce qu'il ne faut pas oublier, le HCP est un conseil également pour le gouvernement. Et donc lorsqu'il dit, nous devrions réformer l'agriculture, moi je suis tout à fait d'accord. Il faut que l'agriculture crée encore plus de valeur ajoutée. Il faut que ça soit une agriculture qui ne dépend pas uniquement de la pluviométrie. Il faut que ça soit une agriculture qui doit satisfaire le besoin national en premier lieu et après partir vers l'exportation. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous parlons de ce qu'on appelle l'autonomie, on veut qu'on soit souverain sur plusieurs secteurs. Je pense que le secteur le plus important, et ça, on l'a appris de la Covid-19, il faut qu'on soit souverain sur la production agricole parce que ça représente le vrai trésor pour le futur. Vous regardez ce qui se passe. Je raconte juste une anecdote. Aux États-Unis, si vous posez la question, quel est le ministère le plus important, ils vont vous dire, ce n'est pas la défense, ce n'est pas les finances, c'est l'agriculture. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui décrit la survie de la population. C'est la souveraineté de l'État. Et ça, on l'a appris de la Covid-19. Et c'est pour ça que moi, je le rejoins sur ça. C'est qu'il faut une réforme. Il faut que la production... Moi, je suis... Si vous voulez même vraiment... Même si ça fait mal. Parce que quand on parle de réforme, parce que même quand il dit il faut traiter l'opinion publique avec respect, la considérer comme mature et lui dire la vérité pour qu'elle soit consciente des réformes qu'il faut mener, quand on entend ça, ça veut dire que les réformes vont faire mal. Hein. Et c'est normal. Oui, tout à fait. C'est quand même on alerte l'opinion publique, mais on ne l'alerte pas. Enfin, à travers cette interview, je rappelle donc qui a été donnée à nos confrères de Média 24. Mais là, on a le patron du HCP, le haut commissaire au plan, qui nous dit attention, il faudra mener des réformes, mais il faudra informer cette opinion publique des réformes qui peut-être seront difficiles. Là, vous revenez à mon point de vue. Informer. Voilà, informer les agents économiques, ça veut dire ancrer leur anticipation. C'est ancrer leur anticipation. Ça veut dire, c'est leur dire où est-ce qu'on va partir. Oui. C'est ça le plus important. Mais maintenant, si vous voulez que le citoyen vous suive, il faut que vous lui donnez la contrepartie. Si vous faites des réformes, si vous êtes en train de réformer, ça va faire mal, mais il faut lui redonner la contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Un pouvoir d'achat, un revenu, un bien-être social, une protection sociale suffisante. C'est les éléments qu'il faudra préparer pour les agents, pour qu'il y ait une acceptation totale. Mais quand vous dites les agents, il y a les citoyens là-dedans. C'est ce que je pense. Les agents, c'est les citoyens. Mais les citoyens, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le citoyen, quand on lui dit ben voilà, on ne peut rien faire pour vous aider, et puis il faudra emprunter pour acheter votre maison plus cher, il faudra payer votre panier au souk plus cher, la classe moyenne dans tout cela, elle va s'en retrouver que acculée. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, mais pour l'instant, pour la question d'emprunt, je ne pense pas que les banques ils ont modifié leurs taux. Les taux débiteurs et taux créditeurs n'ont pas changé jusqu'à maintenant. Les dernières statistiques qui ont été publiées par la Banque centrale affirment qu'il n'y a pas un changement. Et ça va de soi. Pourquoi? Parce que la plupart des taux sont des taux fixes. Donc, il n'y a pas d'utilité d'augmenter. 20% de taux variables, oui. Voilà. Il n'y a pas d'utilité de modifier de façon instantanée. Peut-être que ça va venir sur le court ou le moyen terme. Deuxièmement, je sais très très bien que la classe sociale a pris de recul parce que vous avez les mouvements inflationnistes qu'on est en train de vivre. Et donc, automatiquement, vous avez votre panier de consommation qui est en train de s'effriter. Et donc, automatiquement, avec vous, il y a l'épargne également qui est en train de s'effriter pour les citoyens. Et donc, automatiquement, c'est une situation délicate. Maintenant, moi, je crois qu'il faut passer vers une autre logique. C'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une policy mix. Il faut qu'il y ait une coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire et faire appel à d'autres politiques. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser une question aussi fondamentale. C'est est-ce qu'il faudra continuer avec cette structure d'épargne et d'investissement? Et donc là, ça va faire revenir un peu le débat sur le compte capital. Est-ce qu'il faut laisser le compte capital fermé ou partiellement ouvert ou l'ouvrir totalement? La question du régime de change, ça doit revenir. Lorsqu'on parle de réforme mâle, je pense qu'il est en train d'assumer par rapport à ce qu'on appelle le régime de change. Et maintenant, si on est en train de réformer, il faut que la réforme soit globale. Mais avant que ça soit global, il faut que ça soit transparent pour l'ensemble. Il faut comprendre où est-ce qu'on va. Maintenant, la déclaration, permettez-moi de dire un dernier mot, la déclaration qui a été faite par le gouvernement, c'est qu'on est dans un état social. Et donc, le premier retour sur investissement qu'on attend, c'est vraiment de
consolider cet État social à partir des réformes qui sont en train de se mettre en œuvre, et surtout la réforme sur la protection sociale, qui est un chantier royal, et deuxièmement, préserver au maximum le pouvoir d'achat parce que le revenu ne suit pas. Nous avons des mouvements inflationnistes, le revenu ne suit pas. Absolument, loin de suivre. Merci beaucoup, merci professeur Zakaria Ferranou. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir un peu éclairé sur cette situation, sur cette déclaration aussi du haut-commissaire au plan. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.